Ellen Johnson Sirleaf est la nouvelle présidente en exercice de la CEDEAO. C'est l'une des décisions du 49e sommet à Dakar au Sénégal. Les chefs d'État de la communauté annoncent également la création d'une force sous-régionale pour contrer le terrorisme. Le Burkina reçoit une bonne note pour l'aboutissement du processus démocratique après la transition. Le point de ce sommet dans un instant. Attention à notre biodiversité, c'est la mise en garde dans cette journée mondiale de l'environnement. Tolérance zéro, notamment au commerce illégal des espèces. Dans ce journal, une large page avec le film de la célébration à Bobo-Dioulasso, le point sur le potentiel faunique du Burkina et sur le phénomène du braconnage. Notre invité est M. Moumini Savadogo, chef de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature Burkina. Les obsèques de Mohamed Ali auront lieu dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. La légende de la boxe est décédée vendredi dernier à Phoenix et d'ores et déjà, on connaît l'identité de celui qui va prononcer l'oraison funèbre. L'honneur revient à l'ancien président américain, ami du boxeur et époux de la candidate démocrate Bill Clinton. Et il a été désigné par la famille de Mohamed Ali. Et puis c'est la bonne nouvelle du jour. Les étalons ont tenu leur rang aujourd'hui à Moroni, aux îles Comores. Le 11 national s'est imposé face au Selakant sur le plus petit des scores. Le seul but du match est l'œuvre de Alain Siviri Traoré à la 79e minute, suffisant tout de même pour permettre aux étalons de reprendre la tête du groupe D avant la dernière journée des éliminatoires en septembre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi que l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan n'ayant été aperçu par aucune des équipes d'observation déployé ce jour 5 juin 2016 sur tout le territoire national. Le mois de Chaban sera complété à 30 jours suivant les préceptes sacrés de l'islam. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commencera au Burkina Faso le mardi 7 juin 2016. La création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme, c'est l'une des grandes décisions du 49e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région se sont réunis hier à Dakar, au Sénégal. Ils ont notamment salué l'aboutissement du processus démocratique post-transition au Burkina Faso. Le sommet a désigné la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, comme présidente en exercice de la communauté. Compte rendu, Salifou Belem et Draman Dadian. Après le Sénégal, le Libéria prend les rênes de la présidence en exercice de la CEDEAO pour un mandat d'1 an. Ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement au terme des travaux de leur 49e session ordinaire. My selection is also an indication of the progress. Je place mon mandat sous le signe de l'intégration régionale, la stabilité politique et économique et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Solidarity of our brothers and sisters in ECOWAS. Sur place, elle a donc renouvelé son soutien à Marcel Alain de Souza, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, investi ce 4 juin 2016 pour un mandat de 2 ans. Et tous le savent bien, les défis de la sous-région sont entre autres la lutte contre le terrorisme, l'instabilité sociopolitique. Bientôt les Gambiens seront aux urnes. Année électorale également pour les Cap-Verdiens et les Ghanéens. Mais en attendant, c'est par la voix du président du Faso que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont dit merci à Macky Sall, président sortant, pour le travail abattu tout au long de son mandat et l'organisation réussie de ce sommet de haut niveau à Dakar. Exprimons notre appréciation à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'hospitalité authentiquement africaine qui nous a été réservée ainsi que pour les excellentes facilités mises à notre disposition pour garantir le succès de notre sommet. Tous ces chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont d'avis qu'il y a fort à faire pour un développement durable de la région. Et il faut se donner la main pour y arriver, selon Marcel de Souza.
Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a laissé place aujourd'hui à celui de l'UEMOA, toujours à Dakar, au Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez que le président du Faso est rentré de Dakar ce soir même. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, l'équivalent de notre Assemblée nationale, séjourne depuis hier à Ouagadougou. Une visite d'une semaine en vue de renforcer la coopération entre les parlements namibiens et burkinabés. Plusieurs rencontres avec des personnalités burkinabés sont inscrits à l'agenda de Margaret Mensa Williams. Roger Kam et Bouma Ernest Nédier. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, Margaret Williams Mensa, a été accueillie à son arrivée dans la nuit d'hier aux environs de 21h par son homologue Salif Diallo à l'aéroport de Ouagadougou. Après des échanges au salon présidentiel, elle a dévoilé à la presse l'objet de sa visite. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Burkina est au centre de son séjour. Nous sommes ici pour raffermir l'amitié qui existe entre nos deux parlements, également pour promouvoir le développement économique, aussi bien au Burkina Faso qu'au niveau donc de la Namibie. Je pense que cette visite sera également une opportunité pour nous d'échanger des points de vue autour des questions liées à la promotion du genre. Et Salif Diallo de saluer au nom de l'ensemble des parlementaires burkinabés cette visite. Je voudrais, au nom de tous les députés, dire merci et souhaiter un bon séjour à notre consoeur, qui est une femme d'expérience. Elle s'est battue aux côtés du président Sam Nujoma pour l'indépendance de la Namibie. Elle a continué à militer en faveur de la démocratie et surtout en faveur des droits de la femme. Margaret Williams Mensa aura au cours de son séjour d'une semaine des échanges avec les parlementaires et des rencontres avec les autorités coutumières et religieuses du Burkina. La présidente du Conseil national de la République de Namibie est également présidente du Comité interparlementaire des femmes au niveau de l'Union interparlementaire mondiale. Une expérience qu'elle compte partager avec les femmes parlementaires du Burkina. Aujourd'hui, 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. La lutte contre le commerce illégal des espèces, c'est le mot d'ordre cette année. C'est un enjeu de taille pour la préservation de la biodiversité. L'événement a été célébré ce matin à Bobo Dioulasso, une cérémonie marquée également par le lancement de la police de l'environnement. Son rôle, mener des opérations de contrôle pour protéger le cadre de vie et traquer les infractions. Lamine Karantao et Moussa Sano. La biodiversité est en danger au Burkina. Ce cri d'alarme est lancé ici à Bobo Dioulasso. C'est à travers la 44e journée mondiale de l'environnement. Une journée pour interpeller sur l'urgence et la nécessité de protéger et de préserver notre écosystème. Aujourd'hui, nous avons le devoir de mieux conserver l'environnement qui devient un espace de développement dont la gestion doit être rationnelle pour en tenir compte pour des générations futures, de telle sorte que nous puissions tirer le maximum de profit, mais bien sûr en préservant l'environnement. Sauver à tout prix notre biodiversité, les appels ne manquent pas en cette journée mondiale dédiée à l'environnement, la 44e du nom. Le mot que j'ai à lancer, c'est surtout appeler nos concitoyens au respect strict des normes environnementales. Quand l'environnement va mal, c'est la société qui va mal. Notre réseau parlementaire propose de sensibiliser les populations, de légiférer en faveur de tout ce qui peut être texte allant dans le sens de la protection de l'environnement et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Du côté du ministère en charge de l'environnement, la réaction n'a pas tardé. À cette journée mondiale de l'environnement, les autorités ont saisi l'occasion pour lancer la police environnementale, une police qui aura pour tâche de sensibiliser et de mener sur le terrain des opérations de contrôle. Dans leur mission, les membres de cette police de l'environnement ont eu droit à 2 jours de recyclage. Une partie de leur mission consiste à traquer les infractions. Ils ont donc revisité l'arsenal juridique en matière de protection de l'environnement en général et surtout du cadre de vie. Drissa Traoré et Carole Tougma.
Nos cadres de vie ne sont pas sains. C'est le moins que l'on puisse dire au regard des tas d'immondices qui polluent nos villes et campagnes. Pourtant, il existe un certain nombre de lois et règlements qui protègent la nature. Mettre ces textes en application relève de la police de l'environnement. Cet atelier, justement, a pour but de renforcer les capacités de ces hommes. Il est prévu que nous puissions décrire les différentes procédures de constatation et de recherche des infractions. Et ensuite, on va s'entretenir autour, une fois que les infractions sont constatées, comment faire en sorte que ceux qui ont les auteurs des infractions puissent répondre de leurs actes devant l'administration et devant les juridictions. C'est dire donc que les attentes des responsables en charge de l'environnement vis-à-vis de cette police sont énormes. Cette police environnementale aura une mission de contrôle permanente sur l'étendue du territoire national afin de rendre propre notre cadre de vie. Le Corps des environnementalistes a été créé par décret le 7 juin 2006. Il diffère de celui des eaux et forêts en ce sens que les eaux et forêts s'occupent de la protection des forêts classées et de la faune, tandis que la pollution, la gestion des déchets, la protection du paysage relèvent du domaine des techniciens de l'environnement. À notre biodiversité, c'est la mise en garde lancée en cette journée mondiale de l'environnement. L'occasion pour nous de nous intéresser ce soir au potentiel faunique du Burkina Faso et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas négligeable. 128 espèces de mammifères, 60 espèces de reptiles ou encore 600 espèces d'oiseaux. Zoom sur ce potentiel dans ce reportage de Mokhtar Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. Au Burkina Faso, l'espace faunique est étendu de l'est à l'ouest et du nord au sud sur une superficie de 3,5 millions d'hectares. Dans cet espace, nous avons 3 parcs nationaux, dont 2 à l'est et 1 à cheval entre le centre-sud et le centre-ouest du pays. Il y a également 27 aires protégées, un ranch de gibier au centre-sud, de réserves de biosphère transfrontalières à l'est, de mares aux hippopotames et des zones villageoises d'intérêt synergétique. Dans ces aires fauniques, on retrouve plusieurs espèces animales. Nous comptons plus de 128 espèces de mammifères. Nous comptons également plus de 60 espèces de reptiles et d'amphibiens. Quant aux oiseaux, il y a plus de 500 espèces d'oiseaux que nous avons ici au Burkina Faso. Et parmi les espèces emblématiques, nous citons l'éléphant, le buffle, l'hippotrake, le corbeau de Fassa, le corbeau de Buffon. En tout cas, ce sont des grands mammifères que nous avons ici, qui font vraiment une renommée pour le pays. Cette ressource faunique génère chaque année plus de 2 milliards de francs CFA. La faune a également d'énormes atouts sur les plans touristiques, culturels, médicinaux et alimentaires. Nos populations vivent des ressources de la faune. Il y a également que pour nos différentes cultures, on voit que plusieurs noms, les masques portent vraiment des emblèmes de cette faune-là. Ça veut dire que c'est au plan culturel, c'est très important. Au plan de la pharmacopée, nous utilisons beaucoup de ressources de la faune, de produits et sous-produits de la faune pour nos soins. Dans la gestion et la conservation de cette faune, les acteurs rencontrent de nombreuses difficultés, au nombre desquelles figure l'insuffisance des aménagements structurants, notamment les points d'eau, les feux de brousse, l'avancée du front agricole et la recrudescence du braconnage. Annuellement, il y a plus de 100 éléphants qui sont abattus dans le pays là, depuis ces 5 dernières années. Alors que le potentiel national était d'environ 6 000 éléphants. Et si nous continuons à ce rythme d'abattage illégal comme on le voit aujourd'hui, je pense que nous risquerons bien sûr de perdre notre première au plan sous-régional. La Journée mondiale de l'environnement qui se tient cette année sous le signe de la lutte contre le commerce illicite des animaux sauvages offre donc une opportunité aux acteurs de réfléchir sur la survie de la faune et des espèces en voie de disparition. Un potentiel riche et varié, mais sur lequel pèsent de grandes menaces. L'une des plus inquiétantes est liée au braconnage, un phénomène particulièrement développé dans l'est du Burkina. La région compte 12 concessions de chasse, autant de réserves de faune dans le collimateur des braconniers. Constat Désiré Ilboudo et Lambert Soma.
Avec 12 concessions de chasse, la région de l'Est est la plus grande zone faunique de notre pays. S'il y a un phénomène qui menace ce potentiel, c'est le braconnage, dont celui des éléphants qui a pris des proportions inquiétantes et que l'on pourrait qualifier de braconnage professionnel. Les ossements que vous voyez sont les ossements d'éléphant. C'est un éléphant qui a été braconné, on ne sait d'où, mais il est venu avec une balle, il est venu périr ici. Tous les petits éléphants qui portent, même des toutes petites ivoires, sont braconnés. Lors de l'inventaire aérien de 2015, ils ont recensé plus de 70 carcasses d'éléphants dans le bloc de l'Est. Le braconnage commercial concerne la chasse aux buffles et aux grandes antilopes, un business qui alimente les restaurants dans les grands centres urbains. À côté de cela, nous avons le braconnage de subsistance qui vise entre autres les lièvres, les pintades et les petites antilopes. Il est pratiqué par les riverains qui deviennent parfois violents. Nous avons appréhendé un groupe de jeunes braconniers avec une meute de 5 chiens. Et tout de suite, pendant que je les désarmais, j'ai été pris à partie par un des braconniers qui s'est tout de suite mis à l'arrière lorsque je désarmais les 4 autres pour me hacher. Et j'ai dû ma survie ma vie à mon chasseur qui à 15-20 mètres de l'opération a suivi et s'est rendu compte tout de suite que j'ai failli être attaqué par un des braconniers. La surveillance et la sécurisation des concessions de chasse est dévolue à l'État à travers les services déconcentrés qui organisent des patrouilles avec le peu de moyens mis à leur disposition. Les éléments ont appréhendé des braconniers d'éléphants qui ont pris la fuite, laissant 2 défenses d'ivoire sur place. Actuellement, nous sommes toujours sur les enquêtes pour essayer de déceler les éventuels contrevenants. À l'heure où je vous parle, nous détenons actuellement 3 braconniers au niveau du poste forestier de Namungu qui ont été appréhendés suite à l'abattage d'un coq redonca et d'une jeune lionne. Pour cette campagne de chasse 2015-2016, l'impact du braconnage n'est pas encore connu à l'échelle régionale. Mais une chose est sûre, le phénomène fait perdre de l'argent à tous les acteurs. Nous vendons un safari buffle entre 4 et 5 millions. Un buffle prélevé par un braconnier fait perdre au concessionnaire entre 4 et 5 millions de recettes, à l'État environ 1 million de recettes et aux hôteliers 2 nuitées. Le gibier prélevé, les 3 quarts reviennent à la population et cette population revend cette viande à 750 francs le kilogramme. Donc les populations perdent 750 fois 350 kilos. Face aux braconniers qui utilisent des armes sophistiquées et qui n'hésitent pas à affronter les agents des eaux et forêts, de même que les pisteurs, ce concessionnaire de chasse a décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous sommes en train d'acquérir des armes assez performantes. Des armes en calibre 12 sont des armes semi-automatiques qui peuvent prendre 14 cartouches. Également, nous sommes en train de former tous nos pisteurs. Nous avons fait venir des techniciens de la France par 2 fois qui ont formé les pisteurs. Pérenniser le potentiel faunique de l'Est est un impératif pour notre pays, mais aussi pour la sous-région, car cette zone regorge de l'une des plus importantes populations en éléphants et en buffles de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous le disais, l'invité de ce journal est M. Moumini Savadogo, chef de programme à l'UICN Burkina. Bonsoir, M. Savadogo. Bonsoir, M. Drago. Alors, on peut dire que l'UICN est l'une des institutions qui garde vraiment un œil sur l'évolution un peu de la biodiversité dans le monde, avec cette liste rouge publiée régulièrement, donc, qui permet donc de se faire une idée sur les menaces, en tout cas, qui pèsent sur la biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà que révèle la dernière publication de cette liste rouge? Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir invités à ces plateaux, particulièrement à cette occasion donc, de la journée mondiale de l'environnement. En effet, au niveau de l'UICN, nous avons un ensemble d'experts qui travaillent autour d'une commission qui s'appelle la Commission pour la survie des espèces. Et cette commission travaille effectivement à pouvoir décrire les espèces, à pouvoir évaluer leur statut de conservation, de manière à identifier les risques d'extinction ou de disparition des espèces. Et ce que nous avons aujourd'hui, en termes de liste rouge, donc, au plan mondial, c'est que nous constatons simplement que sur près de 65 000 espèces qui ont été évaluées, décrites de par le monde, que ce soit
de la faune ou de la flore, nous constatons que 37% de ces espèces-là sont donc à risque et donc courent le risque d'extinction. Et la liste rouge, c'est justement pour mesurer le risque d'extinction, de disparition de ces espèces-là. Et quand on parle d'extinction ou de disparition, vous savez que c'est un non-retour. Ça veut dire que ça veut une biodiversité qui est définitivement perdue. Alors, vous avez donc signifié cette évaluation concerne l'ensemble du monde, précisément pour ce qui est du Burkina Faso. Est-ce qu'il y a véritablement des risques de disparition d'espèces pour ce qui concerne notre pays? Oui, je crois qu'il y a des risques de disparition donc, de certaines espèces au niveau de notre pays, au regard de cette liste rouge. Mais je dois vous préciser que cette liste rouge, comme je dis, décrit les risques d'extinction. Maintenant, en ce qui concerne les mesures, par exemple, de gestion et de conservation, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères qui sont d'ordre réglementaire, d'ordre historique, d'ordre contextuel, qui vous permettent maintenant, à partir de l'information scientifique sur le risque d'extinction, de choisir à l'échelle nationale quelles sont vos mesures de préservation spécifique de ces espèces. Mais au niveau national, nous devons dire que l'évaluation des espèces, donc, en utilisant les critères de la liste rouge de l'UICN, n'a pas été jusqu'ici effective sur l'ensemble des espèces. Elle a été en cours de finalisation sur les espèces de poissons. Et à ce niveau, effectivement, on peut constater que sur près de 148 espèces de poissons, nous avons un risque de vulnérabilité d'espèces au moins de 2 à 5%. Donc, on dit que là, il y a le risque évident. Ok, alors qu'est-ce qui peut expliquer, en tout cas, ces risques élevés de disparition de beaucoup d'espèces, non seulement à travers le monde, mais surtout au Burkina également? Je crois que le risque de disparition de ces espèces est lié à plusieurs phénomènes. Évidemment, il y a le phénomène naturel, mais cela n'est pas à un niveau qui menace véritablement les espèces, sauf dans certains domaines spécifiques où les effets néfastes des changements climatiques sont en train de faire des ravages. Mais c'est surtout d'origine anthropique. C'est l'homme, en fait, qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable de la disparition de ces espèces, à cause de la pression d'exploitation, et particulièrement pour certaines espèces emblématiques, on l'a vu donc... On l'a vu donc avec les braconniers qui ont les éléphants dans leur viseur. Exactement, parce que là, c'est quand même des réseaux mafieux qui sont bien organisés, qui sont équipés et qui sont en train de faire des massacres dans les aires protégées. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Je crois que le sens donc, du thème de cette journée-là, c'est d'attirer l'attention sur la gravité de ce phénomène qui menace effectivement l'ensemble de la biodiversité. Et quand nous parlons de l'ensemble de la biodiversité, nous savons que les systèmes écologiques sont interconnectés et doivent être en équilibre. Et donc, il s'agit de pouvoir maintenir ces équilibres et permettre à ces écosystèmes-là d'être résilients par rapport à ces menaces. Et lorsque la pression devient plus forte que la capacité de résilience, vous voyez, nous sommes dans un cycle de dégradation donc continue et souvent une dégradation qui est irréversible. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que chaque espèce a sa raison d'être. Chaque espèce a sa raison d'être, non seulement sa raison d'être, mais est interdépendant avec d'autres espèces dans le système. Et le système est interconnecté aussi. Et donc, ce qui fait qu'en touchant à une espèce, ou une espèce qui est en voie de disparition, affecte l'ensemble de l'équilibre du système écologique. Et donc, nous entraîne dans un cercle vicieux où nous avons une dégradation continue de l'ensemble de l'écosystème. Alors, on a parlé du commerce illégal qui entretient donc ces réseaux de mafieux. Que représente aujourd'hui ce commerce illégal? Disons que lorsqu'on prend juste au niveau de l'Afrique, les statistiques que nous avons vues et qui sont publiées d'ailleurs par les Nations Unies nous indiquent par exemple que les pertes que subissent nos nations au niveau économique, du fait de ce commerce illégal-là, est équivalent, n'est-ce pas, à 2 fois l'aide internationale que nos pays reçoivent. C'est vous dire combien l'importance de ce trafic-là. Par exemple, ici, dans le reportage, on nous a indiqué pour le Burkina, nous avons une perte en moyenne de 100 éléphants qui sont braconnés chaque année. Vous imaginez donc les pertes énormes qui sont subies donc, au niveau du pays. Des pertes économiques au niveau national, des pertes également au niveau des communautés, parce que ces communautés tirent aussi des ressources de ces écosystèmes, mais aussi au niveau international, une perturbation
de l'ensemble du système de gestion qui est mis en place pour préserver cette biodiversité. Et partant de cela, nous avons aussi des liens directs entre ce qui se passe au niveau de ce braconnage-là et l'insécurité d'une manière générale. Parce que c'est des crimes, donc c'est des réseaux mafieux qui sont très liés. Mais ce qui pousse vraiment à la réflexion ici, c'est qu'on connaît le phénomène, on connaît les pays ou des destinations véritablement de ces espèces braconnées-là, notamment l'ivoire pour l'Asie, les cornes de rhinocéros également. Qu'est-ce qui explique la difficulté de mettre fin à ce phénomène? Je crois que jusqu'alors, le phénomène n'était pas bien maîtrisé. Ce dont vous parlez, donc, il y a un certain nombre de pistes, d'hypothèses, il y a un certain nombre de vérifications qui ont été faites. On connaît à peu près certains de ces réseaux, mais comme vous savez, nous sommes dans un monde planétaire et tout se tient. Au plan politique, au plan économique, au plan social. Et donc, c'est à l'ensemble de la communauté internationale de prendre ses responsabilités et de pouvoir lutter contre ce phénomène. C'est-à-dire, à l'échelle d'un seul pays, on est désarmé face à l'ampleur du phénomène. Merci, M. Savadogo, pour toutes ces informations. Un rappel, mesdames et messieurs, voilà, l'invité de ce 20h était donc M. Moumini Savadogo, chef de programme à l'UICN Burkina. Il a été question de cette journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui sous le thème donc de la lutte contre le commerce illégal des espèces. Et parlant toujours de disparition d'espèces, le cas des rogniers dans les cascades est assez illustratif. Un arbre emblématique de la région est très utile pour les populations. Aujourd'hui, la survie de l'espèce est menacée, victime peut-être de son succès, et c'est l'homme qui est le coupable. Martin Zerbo, Ali Traoré. Posséder autrefois plusieurs pieds de rognier en pays turca était synonyme de richesse. Cet arbre, qui fait même de nos jours la fierté de cette communauté, est présent un peu partout dans la région des Cascades. Le rognier est très utile parce que même ça rentre beaucoup les gens dans la vie du Turca même. Puisque si vous rentrez dans le vestibule à l'entrée de la concession, il y a déjà des hangars et puis des bancs qui sont faits de rognier. Maintenant, à l'intérieur, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des nattes, tout est fait en feuilles de rognier. Et la vannerie, il y a des gens qui font des corbeilles, bon, des chapeaux aussi, pour couvrir les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'ethnie turca qui bénéficie des bienfaits du rognier. Sa sève, appelée communément le bangui, sert de boisson dans la région. Et ce n'est pas tout. Ces écorces servent à la fabrication des objets d'art. Je fabrique des tamis à base des feuilles de rognier. On peut fabriquer 10 000 exemplaires par jour. Ça se vend en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Tout ce que j'ai acquis, c'est grâce à cet arbre. Chaque jour, je vends du bangui et en quantité. C'est dire que le rognier nourrit son homme. Cependant, son exploitation est un handicap pour sa survie. Drissa Ouattara, dans le village de Gwendouguba, nous confie abattre par an 20 pieds de rognier pour confectionner les toitures des maisons. Je vends une bûche de citron à 1000 francs. Avec cela, j'arrive à nourrir ma famille. Les gens ne plantent pas. Et ce qui est planté, pas par nous ni par nos pères, par nos grands-pères, c'est ce qui est en train de partir. C'est ce que les gens utilisent. Soit ils coupent. Il y a d'autres qui veulent faire du coton, or que ça n'empêche même pas de faire l'agriculture. Et d'autres, en tout cas, déboisent ça peut-être parce que les religions sont venues. D'autres ont dit non, c'est de l'alcool, il ne faut pas que je laisse ça dans mon champ. Et ils sont en train de détruire. Il y a certains, par utilité, ils coupent ça pour faire des toitures. Et donc, une fois que c'est coupé, ça ne peut plus régénérer. Et donc, le rognier est en train de partir petit à petit. L'exploitation du rognier n'est pas formellement interdite ici dans les Cascades. Pour protéger l'espèce, la direction régionale en charge de l'environnement
veille au suivi et à la réglementation de son exploitation. Nous avons déjà eu à faire des formations sur les producteurs, puisqu'il y a les planteurs, il y a les producteurs, il y a les extracteurs et il y a tout un ensemble de scénarios. Et pour cela, pour pallier à cela, nous avons mis des groupements, c'est-à-dire que de la filière, en passant par les groupements des producteurs, des planteurs, des extracteurs, ainsi de suite, pour pouvoir gérer de manière efficace même pour que cette espèce ne disparaisse pas. Des actions qui pourraient contribuer à conserver l'espèce et à garantir sa survie. Les travaux de construction du barrage de Samandeni sont à un taux de réalisation de 92%, un niveau d'exécution qui laisse entrevoir une mise en eau d'ici à juin 2017. Reste toutefois à régler l'épineuse question des populations déplacées. Les bailleurs de fonds ont effectué un déplacement sur le site ce vendredi pour faire le point de la situation. Karim Ilboudo et Moussa Sano. Chantier du barrage de Samandeni. La 6e mission conjointe de supervision des bailleurs de fonds est en visite. Une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La centrale hydroélectrique au niveau du bâtiment est achevée à 100%. Il ne reste que les équipements hydromécaniques qui sont déjà commandés. Et je pense que dans un délai de 3 mois, les équipements seront acheminés au niveau du Burkina. Il va rester leur installation, certainement au mois d'octobre. Au niveau du barrage en lui-même, les remblais sont terminés à plus de 90%. Il ne reste que la bouchure dont l'achèvement est conditionné par la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, notamment du départ des populations sur les sites d'accueil. Inquiétude en ce qui concerne les travaux, non. Inquiétude en ce qui concerne le séquentiel pour que les travaux puissent être achevés en juin 2017 comme c'est prévu dans le dernier planning de l'entreprise. Il y a une petite inquiétude liée essentiellement à un aspect qui sort un petit peu de la volonté de l'encadrement technique et financier du projet. Je fais allusion au problème de la libération de la retenue par les populations. Cette question préoccupe la mission conjointe de supervision des bailleurs de fonds du PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, des bailleurs qui, après la visite du chantier, se sont réunis là pour réfléchir sur les solutions à apporter aux problèmes des populations affectées par la construction du barrage. La lutte contre la corruption par le petit écran. Stop Corruption, c'est le nom d'une série télévisée de 26 épisodes qui vous sera proposée bientôt sur les antennes de la télévision du Burkina, le fruit de la collaboration entre le Renlac, Faso Film et Réveil Production. Elle a été réalisée par Missa Ebié. Le lancement de cette nouvelle série a eu lieu hier dans la nuit dans les jardins de la radio-télévision du Burkina. Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. La nouvelle série Stop Corruption, coproduite par le réseau national de lutte anticorruption RENLAC, Faso Film et Réveil Production, est un outil pédagogique sur les dangers de la corruption. En tant que nouveau ministre, je viens te saluer. Merci. Et par la même occasion, te faire des propositions. Avec mon salaire. Ce n'est que le début. Réalisé par Missa Ebié, Stop Corruption se veut également un miroir sur les actes de corruption au Burkina Faso. Aujourd'hui, la corruption est un fléau que nous vivons tous les jours. Que vous le voulez ou pas, vous serez soit victime de la corruption ou bien vous-même vous allez être acteur de la corruption. Si vous déposez un dossier quelque part et que ça traîne, vous voulez que ça aille vite, bon, quelquefois, comme on dit, il faut mettre un caillou sur le dossier pour que ça ne s'envole pas. En 4 mois de tournage, ce sont au total 26 épisodes qui ont été bouclés. Les copies de la série ont été remises à la RTB. Le Premier ministre Paul Kabatieba salue une œuvre de belle facture qui pourrait contribuer à lutter contre la corruption. Chez le pétrole, chez le pétrole. De quel pétrole s'agit-il? Les gars, quel examen avons-nous bientôt? C'est vraiment un film qui est très instructif. Par des moyens ludiques, on arrive donc à sensibiliser les populations, à sensibiliser les jeunes, à sensibiliser les travailleurs de tous les jours. C'est une question qui est très importante, qu'est la corruption, parce que ça coûte très cher à l'économie nationale. 103 millions de francs CFA ont été mobilisés pour sa réalisation. Stop Corruption sera diffusé sur les antennes de la RTB à partir du 18 juin. Pas de vous, je ne veux pas. Est-ce la force? Si vous persistez.
Et au même moment, hier se déroulait la nuit des technologies de l'information et de la communication, l'acte final de la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet, une nuit de récompenses, entre autres pour les meilleurs sites web. Monkoun Dabiré. La nuit des TIC est voulue par les organisateurs de la Semaine nationale de l'Internet pour récompenser les meilleurs sites et logiciels. Le premier prix dans chaque catégorie est composé du trophée, le Gambré d'or, d'une attestation, d'une médaille et de la somme de 175 000 francs CFA. Ainsi, l'entreprise Noukbanga remporte le premier prix dans la catégorie génie logiciel. 11 prix ont été décernés dans la catégorie des meilleurs sites web. Le premier prix du meilleur site organe de presse est revenu à lefaso.net. Sonapost remporte quant à elle le prix du site de la meilleure entreprise. En administration publique, c'est le site du ministère de l'économie et des finances qui retient l'attention du jury. Les partenaires de l'événement ont aussi été distingués à cette cérémonie. La nuit des TIC est le couronnement d'une semaine d'activités entièrement consacrée aux technologies de l'information et de la communication. Et c'est avec satisfaction que les organisateurs notent la tenue de l'événement. Cette participation exemplaire des acteurs des TIC et de la presse a ainsi contribué au cours de cette semaine à la vulgarisation des TIC et à la sensibilisation du grand public sur le potentiel de ces technologies, toutes choses qui montrent leur détermination citoyenne à se mobiliser dans toutes les circonstances pour la transition de notre pays vers une société de l'information et du savoir. Pour de nouveaux défis, Aminata Sana prend langue avec le monde des TIC pour la 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet qui se tiendra du 23 au 27 mai 2017 sous le thème « TIC et sécurité ». La 43e promotion des sous-officiers de gendarmerie sous les couleurs. Ils viennent de boucler leur formation militaire initiale. Ils sont désormais aptes à poursuivre leur formation à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Au total, ils sont 750, dont 25 filles. Betty Bienao, Ahadi Sandamba. À genoux, le major, le vice-major et le major des filles de la 43e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie reçoivent leurs passants. Cette étape marque la fin de la phase de la formation militaire initiale. Et c'est un passeport qui légitime désormais leur appartenance aux forces armées nationales. C'est pour cela qu'il faut leur présenter au drapeau, symbole de leur engagement à servir avec loyauté la nation burkinabé. Présenter par exemple les élèves sous-officiers de la première année au drapeau, c'est d'abord leur signifier ce que c'est que le drapeau. Le drapeau est le symbole de l'unité nationale, il est le signe du ralliement, il flotte en tout temps contre vent et marée. Et il n'y a pas de plus grande valeur à défendre au-dessus du drapeau. Cela dit donc que leur formation a pour but de défendre ce drapeau et l'intégrité territoriale du pays. Ce sont donc 750 élèves sous-officiers, dont 25 filles, qui rejoignent l'école après 4 mois passés en bourse. Ils y passeront 2 ans à allier formation militaire, professionnelle, juridique, morale et civique. La cérémonie a également servi de cadre pour offrir à l'assistance une série de démonstrations de savoir-faire de ces élèves sous-officiers. Je vous le disais en titre, les obsèques de Mohamed Ali auront lieu dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. La légende de la boxe est décédée vendredi dernier à Phoenix et d'ores et déjà, on connaît l'identité de celui qui va prononcer l'oraison funèbre. L'honneur revient à l'ancien président américain et ami du boxeur Bill Clinton. Il a été désigné par la famille de Mohamed Ali. Les admirateurs anonymes se relaient devant l'hôpital de Scottsdale en Arizona, où le triple champion du monde de boxe Mohamed Ali s'est éteint vendredi soir à l'âge de 74 ans. Mohamed Ali est décédé d'un choc septique après avoir souffert pendant 32 ans de la maladie de Parkinson. Il avait grandi dans cette maison de Louisville, la ville du Kentucky où il est né. Le porte-parole de la famille a indiqué que les obsèques auront lieu vendredi.
Son extraordinaire carrière de boxeur ne durera que la moitié de sa vie, explique-t-il. Il consacrera l'autre moitié à partager avec le monde un message de paix et d'unité. Conformément à ses volontés, ses funérailles reflèteront ses principes et seront ouvertes à tous. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, prononcera l'éloge funèbre de Mohamed Ali, qu'il considérait comme son ami. Il s'est élevé contre la guerre du Vietnam. Il prenait des décisions et en assumait les conséquences. Jamais il ne cessa d'être un Américain, même s'il devint un citoyen du monde. À travers le monde, il fut pour les gens une inspiration. Il était the greatest, il était le meilleur. Point final, c'est ce qu'a déclaré Barack Obama, qui a appelé l'épouse de Mohamed Ali pour présenter ses condoléances et saluer son rôle dans la lutte pour les droits civiques. Allons à présent à la découverte du festival Djeka. Ça se passe à Garango. Djeka, c'est le nom d'une danse de charme en pays Bissa. C'est la toute première édition. 5 troupes de la région étaient en compétition ce week-end pour le trophée Nabakoum. Pour les promoteurs, l'enjeu, c'est la préservation de la culture Bissa. Amadou Ilboudo et Nyar Kiteda. Samedi soir à Garango. Les populations ont rendez-vous ici au rond-point de Barceau. Le festival Djeka du Boulkou est le centre d'intérêt de ce ralliement. Pour une première édition, il met en compétition 5 troupes. Avec son accoutrement hors pair, qui met en relief la culture Bissa dans toutes ses diversités, mais également avec des pas de danse qui charment. La troupe de Saptenga décroche le trophée Nabakoum de Garango. Pour les initiateurs, il n'y a pas eu de vainqueur, mais plutôt un rattrapage d'un pan de la culture Bissa, cette dent de charme qu'est le Djeka. J'ai constaté un tant soit peu que notre culture, notre tradition a commencé à se dégrader. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher les hommes de ressources pour ensemble redynamiser cette culture. Ce festival permet de se retrouver. Toute chose qui nous fait croire que nous avançons vers la tolérance. Cette nuit du samedi 4 juin réservée au palmarès des prix, avec la remise des cadeaux à toutes les troupes participantes, a été également une occasion pour une prestation d'artistes de renom. Toute chose qui réjouit les populations avec leur chef en tête. Vous voyez le monde, c'est pour dire que vraiment les gens avaient soif de ça. Donc je tiens à remercier les initiateurs maintenant de ce festival-là. Donc je les encourage. Pour une première, ça a été un coup de maître au dire des initiateurs qui annoncent la deuxième édition pour juin 2017 à cette même place de Garango. De la culture au sport, c'est à présent la page Dimanche Sport comme de coutume et je reçois Mahamadi Ouina. Bonsoir. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est la victoire des étalons aujourd'hui aux îles Comores. Oui, les étalons qui ont battu les sélécantes des Comores cet après-midi même. Et avant de revenir sur les implications de cette victoire, nous allons voir le but de la victoire avec nos envoyés spéciaux, Irvin Beto Sommet et Jérôme Kenelbeo. Joli contrôle signé Banou Diawara et la frappe de... Allez, le but signé Alain Traoré. Une frappe limpide. On le savait, animé de très bonne volonté. Le sociétaire de Lorient FC qui calme le stade Saïd Mohamed Cheikh. Et c'est 1-0 pour les étalons du Burkina. La frappe hors de la surface de réparation, une frappe limpide, on le connaît dans ça. Voilà un très beau but de Alain Siviri Traoré que nous venons de voir donc dans les conditions du direct.
on peut dire que c'est une petite victoire, mais suffisante pour reprendre la tête du groupe D. Oui, c'est ce qu'il fallait pour les étalons, surtout que cette équipe est arrivée aux Comores diminuée. On savait qu'il y avait au moins 5 joueurs majeurs qui n'étaient pas là. Chalka Bouré suspendu, Pietrapa blessé, Bertrand blessé, Yakari Kone, Bakary Saré et autres, et Présus Nakoulma. Donc, c'était une équipe diminuée, mais les étalons ont été vaillants cet après-midi. Et grâce à Alain Traoré qui retrouve des couleurs, un joueur qui sait marquer plus hors des surfaces, même que dans la surface. Avec un pied gauche voilà, on a retrouvé du plaisir à le voir marquer cet après-midi. Et cette victoire permet aux étalons, comme vous l'avez dit tantôt, de reprendre la tête du groupe D avec 10 points, à égalité avec l'Ouganda. Mais la chance du Burkina est que le Burkina a pris 4 points sur l'Ouganda. Donc le Burkina restera toujours devant l'Ouganda en cas de victoire le 4 septembre prochain contre le Botswana. C'est au stade du Katout ici. On peut dire que les étalons ont leur destin en main. Pas de souci sur ce plan-là. Les étalons ont leur destin en main. Il suffit de gagner pour voir Gabon 2017. Et les étalons gagneront. On revient au Burkina pour des nouvelles du championnat de foot de D1. Et ce week-end, il y avait également de belles affiches. Oui, il y avait de belles affiches, surtout un certain Faux Asfa Yenenga. Et nous allons voir les images. C'est le derby de la capitale. Et l'Asfa Yenenga qui a ouvert le score en première période, 35e minute par Ousmane Nana. Et c'est en seconde période que les Verts jaunes ont fait le break. Deuxième but. Ido Nourou, et le Faux n'a pas réussi à revenir. Et en seconde match, seconde rencontre du moins, on avait RCK AS Sonabel, un match qui s'est terminé de façon mouvementée. Vous voyez les images, c'était pas 0 but partout, mais c'était chaud quand même au stade municipal de Ouagadougou. Merci Wena pour toutes ces informations sportives et puis certainement plus de détails demain au magazine des sports. Oui, demain on va revenir en long à large sur la victoire des étalons et sur le championnat national et d'autres événements du week-end. Et on sera au rendez-vous. Et avant de finir ce journal, je reprends pour vous cette information. Le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi que de l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan n'ayant été aperçu par aucune équipe d'observation déployée ce jour 5 juin 2016 sur tout le territoire national. Le mois de Chaban sera complété à 30 jours suivant les préceptes sacrés de l'islam. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commencera au Burkina Faso le mardi 7 juin 2016. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Toute l'équipe de cette semaine se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise de travail demain. En attendant, bonne suite du programme.